Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les écritures courantes. Nous allons cette fois aborder la question des effets de commerce. Commençons comme d'habitude par une définition. Qu'est-ce qu'un effet de commerce? Alors, on définira un effet de commerce comme un instrument financier qui est utilisé dans le cadre de transactions commerciales. En fait, c'est simple à comprendre, c'est quelque chose, vous allez voir, qui va ressembler au chèque. J'expliquerai les similitudes et les différences qu'il y a avec cet instrument de paiement que chacun connaît. Alors plus exactement, il s'agit d'un titre négociable qui représente une créance que le créancier, c'est-à-dire le fournisseur par exemple, peut remettre au débiteur, le client, en échange d'un engagement de paiement à une date ultérieure. Dit autrement, le client s'engage à payer une dette qu'il a envers son fournisseur. Il s'engage à la payer à une date ultérieure et en contrepartie, le fournisseur lui remettra un effet de commerce. Alors les effets de commerce sont couramment utilisés pour faciliter les transactions à crédit entre entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant que commerçants ou en tant que clients quotidiens, nous avons l'habitude de payer immédiatement. Lorsque nous faisons nos courses, par exemple, nous payons le supermarché avec notre carte bancaire immédiatement. On a l'habitude de ce paiement immédiat. Mais vous le savez, entre entreprises, il y a très régulièrement des délais qui sont accordés, parfois de quelques jours, de quelques semaines, voire, dans le pire des cas, de quelques mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fournisseur qui vous a vendu des marchandises ou des produits et qui a accepté que vous ne le payiez que dans 1, 2 ou 3 mois, a lui-même des fournisseurs qu'il doit payer. Or, il peut arriver des situations où le fournisseur lui-même peut avoir des difficultés de trésorerie, soit une trésorerie dans le pire des cas négative, soit tout simplement une trésorerie qui se réduit et qui atteint des seuils d'alerte et qui nécessite pour lui de faire une gestion très rigoureuse de la trésorerie. Eh bien, essayons de comprendre tout de suite comment fonctionnent les effets de commerce dans ce cadre-là. Alors, commençons d'abord par comprendre qu'il existe 3 types d'effets de commerce. En fait, 2 plus 1, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la lettre de change. La lettre de change, c'est d'abord un document écrit par lequel une personne que l'on appelle le tireur ordonne à une autre personne, le tiré, on retrouve en fait ici la distinction entre fournisseur et client, de payer une certaine somme d'argent à une date future, qui est donc déterminée, à un bénéficiaire désigné. Mais c'est là où ça devient intéressant et important. Le bénéficiaire désigné n'est pas forcément le fournisseur. Ça peut être donc le tireur lui-même ou un tiers. Et c'est là que vous allez comprendre petit à petit le lien qu'il y a avec le chèque. Alors simplement, et c'est pour ça que je disais qu'il y a, je dirais 2 plus 1, c'est qu'il y a la lettre de change et la lettre de change relevée. En réalité, c'est la même chose, mais il y a la lettre de change tout court qui est la lettre de change physique, donc c'est vraiment un document papier. Tandis que la lettre de change relevée, on parle également de lettre de change magnétique, se fait sous forme dématérialisée. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est le cas la très grande majorité du temps actuellement. Mais il existe vraiment un deuxième ou troisième type, selon comment vous comptez, c'est ce que l'on appelle le billet à ordre. Alors le billet à ordre, c'est une promesse de paiement, là encore, qui est écrite, par laquelle une personne que l'on appelle le souscripteur va s'engager à payer, là encore, une somme d'argent à une date déterminée à un bénéficiaire, le créancier. Alors la différence avec la lettre de change, c'est que dans le cas du billet à ordre, cela n'implique pas un tiers, mais seulement un engagement direct du souscripteur. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est simplement que la différence, c'est que le billet à ordre, ce sera entre le fournisseur et le client, qui a quelque chose de très simplifié, entre guillemets, alors que la lettre de change donne en quelque sorte une liberté supplémentaire, qui est de pouvoir définir un bénéficiaire qui n'est pas l'entreprise, qui n'est pas le fournisseur. Alors vous allez voir tout de suite, je vais expliquer la différence avec le chèque. Pour comprendre cette différence, expliquons comment se traitent les effets. Alors je voudrais que nous soyons très précis sur les termes à utiliser parce que vous allez voir que cela a un impact évidemment sur les écritures que nous allons passer. Je vous ai expliqué qu'il y avait 2 ou 3 types d'effets de commerce. Le terme commun que l'on va utiliser pour la première partie, c'est-à-dire billet à ordre ou lettre de change, c'est une traite. Donc regardez bien par exemple dans les énoncés que vous avez à traiter justement, eh bien si l'on vous dit que le paiement se fait tout ou partie par traite, cela veut dire que cela a pris la forme soit d'un billet à ordre, soit d'une lettre de change, c'est presque le même compte, évidemment, une différence près. Mais dans les deux cas, on utilisera le terme de traite. Notamment, nous utiliserons, nous le verrons, le compte 413
à la place du 411 lorsque nous sommes le fournisseur. Donc vous vous rappelez, j'ai vendu des marchandises à un client, ce client ne paye pas tout de suite, et j'ai donc une créance sur lui. Une créance normale est à enregistrer dans le compte 411, alors que lorsqu'il s'agit d'une traite, eh bien, le montant TTC sera à enregistrer totalement ou partiellement dans le compte 413. Ça, c'est un premier point, et je répète que ça correspond à la lettre de change ou du billet à ordre. Mais donc vient la deuxième partie, la question des effets de commerce en eux-mêmes. Sachez qu'il existe deux traitements des effets. L'effet à l'encaissement, par lequel je vais commencer, et l'effet à l'escompte. Alors commençons par comprendre l'effet à l'encaissement. Et c'est là où je voudrais vraiment expliquer les similitudes et la différence qu'il y a avec un chèque. Visualisons la situation. Vous êtes un client, vous allez dans un supermarché et vous payez par chèque. Ça se fait de moins en moins, mais il y a encore des personnes qui le font. Qu'est-ce que ça veut dire au fond payer par chèque? C'est là ce qui est intéressant à comprendre. C'est qu'au fond, vous ne payez pas tout de suite. Vous, en tant que client, vous avez le sentiment d'avoir payé parce que vous avez remis le chèque à votre fournisseur, mais le fournisseur en lui-même n'a pas encore été payé. Quand le sera-t-il? Eh bien au moment où il va encaisser le chèque. D'ailleurs, vous voyez, les mots ont un sens. Encaisser, ça veut dire que le chèque va en caisse. Donc ça va se traduire par une écriture où on va passer simplement d'un engagement à payer à un paiement véritable. Et donc du point de vue du client, cela va se traduire par un virement bancaire. Donc l'argent va véritablement sortir du compte en banque lorsque le fournisseur aura encaissé le chèque. Alors ce qu'il est important de rappeler, c'est que sur un chèque, il y a notamment deux mentions importantes. Le montant, bien sûr, mais aussi le bénéficiaire que l'on appelle l'ordre du chèque. Eh bien, regardez bien l'effet à l'encaissement. Lorsque nous faisons ce que l'on appelle un chèque en blanc, ça veut dire que nous mettons un ordre, donc un bénéficiaire, mais nous ne mettons pas de montant. C'est ce que l'on appelle un chèque en blanc. Eh bien, imaginez l'inverse. Imaginez cette fois un chèque sur lequel serait inscrit un montant, mais pas un ordre, pas de bénéficiaire. Et bien, si vous comprenez cette différence, vous allez comprendre l'effet à l'encaissement. L'idée étant qu'un client a donc acheté des marchandises, des produits, peu importe, à son fournisseur. Et donc, il a une certaine dette TTC à payer. Ils se sont entendus avec le fournisseur pour que cela prenne la forme d'une traite. J'expliquerai après pourquoi il faut une entente. Donc, nous partons du principe que la traite a été acceptée par les deux côtés. Ensuite, le fournisseur a donc la liberté de transformer cette traite en effet à l'encaissement. Ça veut dire en fait qu'il va aller voir sa banque, et il va dire voilà, regardez, j'ai tel client qui me doit une certaine somme TTC, il va apporter les preuves, la facture, etc. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en transformant cette traite en effet à l'encaissement, il va se donner la possibilité de transférer cet effet à l'encaissement à son propre fournisseur. En fait, c'est un peu comme si le client avait remis un chèque avec le montant de la dette TTC, mais sans l'ordre, et que le fournisseur réutilisait ce chèque pour le transférer à son propre fournisseur. Donc ça veut dire que le fournisseur du fournisseur va se retrouver en quelque sorte avec un document sur lequel il est inscrit un montant à percevoir, mais pas d'ordre. L'avantage étant comme ça que l'on peut faire des montages plus ou moins complexes où le fournisseur du fournisseur peut lui-même, s'il le souhaite, utiliser cette traite et la reporter sur son propre fournisseur et on crée comme ça des chaînes. Alors vous allez dire oui mais ça n'est pas infini, bien évidemment oui, il y a une limite. Mais concrètement, quand est-ce que cela va se transformer véritablement en argent, donc en virement? Eh bien à l'échéance de la traite, à l'échéance de l'effet à l'encaissement. Donc, on fera évidemment un exemple tout à l'heure chiffré avec des écritures. Mais donc comprenez que, imaginez par exemple que le client ait un mois pour payer et que sa dette ou cette créance soit transformée en effet à l'encaissement. Eh bien il y aura deux étapes. Il y aura d'abord ce que l'on appelle la remise à l'encaissement. Ça veut dire que le fournisseur va transformer la traite en effet à l'encaissement qu'il va remettre à sa banque. Et puis il y aura l'avis de crédit. L'avis de crédit apparaîtra, on va dire à J+1 ou J+2, à partir du moment où le client aura payé. Donc si par exemple le client a un mois pour payer, eh bien ça veut dire que l'échéance maximale de l'effet à l'encaissement est dans un mois. Ça ne veut pas dire que l'avis de crédit tombera forcément dans un mois, ça peut être plus tôt. Si le client a un mois pour payer mais qu'il paye au bout de 15 jours, eh bien l'avis de crédit se fera à peu près 15 jours après la remise à l'encaissement. Donc retenez bien qu'il y a la question de l'échéance, il y a la question des frais, puisque vous comprendrez pourquoi la banque prélève des frais forfaitaires. Et donc, il y a la question de l'avis
de crédit. Donc voilà pour l'effet à l'encaissement, on répète et on résume en disant que visualisez-le comme un chèque sur lequel il y a un montant mais pas d'ordre et cela peut être transféré d'un fournisseur à un autre. Regardons à présent l'effet à l'escompte. Vous avez compris que l'effet à l'encaissement, encore une fois comme un chèque, ça repose évidemment sur la confiance, mais donc ça veut dire que là, le virement n'est pas effectué tant que le client final n'a pas payé son dû. D'accord. Mais c'est quand même un engagement, une preuve de bonne foi, je dirais, de chaque maillon de cette chaîne pour le paiement final. Et la banque s'assurera à la fin que les paiements sont faits. Dans l'effet à l'escompte, on va un petit peu plus loin. Supposons que le fournisseur, qui a donc vendu des marchandises à crédit, soit un peu pressé, parce qu'il a lui-même un fournisseur qui veut être payé rapidement. Et je dis bien être payé, pas simplement recevoir un effet de commerce. Dans ces cas-là, une des possibilités qui s'offre à notre fournisseur, c'est de remettre l'effet à l'escompte. Le point de départ est le même, une vente, une traite, que l'on transforme en effet de commerce. Mais cette fois-ci, il y aura une remise à l'escompte. Ça veut dire que le fournisseur va aller voir sa banque et va lui dire la chose suivante. Regardez, j'ai une facture en attente de par exemple 12 000 euros TTC, donc ça veut dire qu'un de mes clients me doit 12 000 euros et il a par exemple un mois pour payer. Mais j'ai besoin d'argent maintenant. Eh bien, ce que va faire la banque, c'est qu'elle va accepter de prêter cet argent, donc elle va prêter cette somme-là. Pendant combien de temps? Eh bien, a priori, jusqu'à l'échéance de paiement du client. Donc si le client s'est engagé à payer dans un mois, le fournisseur va négocier avec sa banque une forme de crédit d'un mois et le montant de ce crédit dépend du montant TTC des effets qui sont remis à l'escompte. Donc vous comprenez bien que la différence avec l'effet à l'encaissement, c'est que dans l'effet à l'escompte, l'argent tombe tout de suite entre guillemets, ou en tout cas à J+1, J+2, il y a un avis de crédit de l'effet à l'escompte, sauf que cette fois-ci, la banque va non seulement prélever des frais de dossier, mais en plus des intérêts parce que précisément, cela est totalement équivalent à un crédit à court terme, donc il y a des frais supplémentaires. L'avantage évidemment pour le fournisseur, c'est qu'il va récupérer la somme monétaire tout de suite, ce qui lui permettra donc d'augmenter sa trésorerie qu'il va pouvoir utiliser, par exemple pour faire face à une échéance de son propre fournisseur. Alors vous allez me dire, oui, mais que se passe-t-il si jamais le client ne paye pas? Alors ce ne sera pas ici quelque chose que je traiterai dans la vidéo, je ferai une vidéo plus tard dans ce cas-là. Sachez simplement que si jamais malheureusement le client final n'honore pas sa traite, dans le cas d'un effet à l'encaissement, il faudra potentiellement refaire un effet à l'encaissement. Dans le cas de l'effet à l'escompte, dans tous les cas, l'entreprise devra payer son crédit, donc au bout d'un mois, elle devra rembourser sa banque et après, elle va s'arranger avec le client pour essayer de comprendre d'abord pourquoi il n'a pas payé et puis bon, là, après, c'est une négociation commerciale. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que dans tous les cas, que ce soit effet à l'escompte ou l'effet à l'encaissement, dans tous les cas, le fournisseur est bien obligé de payer ses propres fournisseurs, que son client le paye ou pas. Donc je vous propose maintenant tout de suite de voir des exemples pour illustrer un petit peu tout ce que nous avons dit. Alors dans cet exemple, supposons qu'une entreprise a vendu pour 10 000 euros hors taxe de produits finis à un client en date du 15 janvier. L'échéance de paiement est fixée au 28 février, donc on voit que le client dispose d'à peu près 6 semaines pour payer son dû. Le 20 janvier, la créance est transformée en lettre de change. Je vous expliquais dans une première partie de la vidéo que la question de l'effet de commerce est une libre négociation entre le fournisseur et son client. En effet, il faut savoir que le fournisseur ne peut pas décider tout seul de transformer sa dette, enfin sa créance plutôt, en effet de commerce. Pour cela, il doit négocier avec son client qui se laisse la liberté d'être d'accord ou pas, mais ça ne change pas grand-chose pour lui, pour transformer sa dette, donc je parle du client, donc lui il a une dette, en effet de commerce. Alors quelle forme ça prend concrètement? Eh bien le fournisseur envoie ce que l'on appelle un bordereau, donc c'est un document avec les informations récapitulatives, et le client doit renvoyer le bordereau signé. Alors soit, encore une fois, sous forme papier, même si c'est évidemment très rare maintenant, soit tout simplement par lettre magnétique, donc il y a une signature magnétique qui l'engage, mais c'est seulement à partir du moment où le client a donné son accord que cela peut être transformé en traite et que l'on va utiliser, vous le verrez, le compte 413. Alors dans l'exemple que je vais traiter, vous allez voir, je vais traiter cet exemple dans deux cas et chez le fournisseur et le client. Donc il va y avoir 4 parties dans mon exemple, mais toujours avec le même énoncé. Donc nous allons voir d'abord le tronc commun, c'est-à-dire la vente, puis la transformation en effet de commerce. Puis je traiterai ensuite le cas numéro 1, c'est-à-dire l'effet à l'encaissement, puis l'effet à l'escompte, et à chaque fois chez le client et chez le fournisseur.
Donc pour l'effet à l'encaissement, reprenons l'exemple, je vous en rappelle l'énoncé, 10 000 euros hors taxe vendus le 15 janvier, échéance de paiement fixée au 28 février. Le 25 janvier, donc vous voyez, il y a d'abord le bordereau signé, reçu le 20 janvier, et le 25, on remet à l'encaissement. On supposera que lors de l'avis de crédit, la banque prélèvera 50 euros hors taxe de frais. Alors on va supposer que le 25 janvier, c'est remis à l'encaissement, et l'on va supposer que le client paye par exemple le 15 février. Je fais exprès de vous montrer que le client n'est pas obligé d'attendre le 28 février pour payer, il peut payer potentiellement en avance, donc regardez bien les dates. Alors commençons par rappeler le début de cette séquence d'écriture. Cela commence par une vente, comme vous le voyez, tout à fait normale, avec le compte 701 au crédit. Alors pour ceux qui auraient oublié, je rappelle encore une fois la règle, on met les comptes 7 au crédit lorsque l'on enregistre un nouveau produit, puisque cela fait augmenter le résultat étant dans le passif de l'entité, toute augmentation du passif s'enregistre au crédit. Nous n'oublions pas également la TVA collectée de 20% sur le montant de cette vente, donc 2 000 euros, soit un montant total de créances clients de 12 000 euros que l'on met dans le compte 411. On n'oublie pas d'enregistrer le libellé, envoi de la facture de vente de biens et de services avec le numéro de la facture comme pièce justificative. Donc cette écriture, c'est celle que l'on va enregistrer. Petite remarque cependant, il est dit ici dans l'énoncé que quelques jours après, cette vente, cette créance est transformée en traite. Je vais vous montrer dans un instant comment je vais enregistrer cette écriture. Mais supposons par exemple qu'il ait été dit que dès le départ, le client accepte le point de vue de la traite. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, à la place du compte 411 comme ici, j'aurais directement mis le compte 413 qui correspond au compte client effet à recevoir. Enfin, il est tout à fait possible d'avoir un mix des deux. Supposons par exemple que l'énoncé m'ait dit que je passe la moitié en créance client et l'autre moitié par traite. Eh bien, dans ces cas-là, j'aurais simplement mis les deux comptes, c'est-à-dire le compte 411 et le compte 413, donc client et client effet à recevoir, respectivement, chacun pour 6 000 euros. Donc ici, je m'en tiendrai à la toute première version, à savoir que dans un premier temps, il s'agit d'une créance client que l'on va transformer en traite, mais encore une fois, sachez que tous les cas sont possibles. Regardons l'écriture que nous allons enregistrer. Pour rappel, au 20 janvier, il s'agit de transférer le montant de la créance client TTC, donc 12 000 euros, en client effet à recevoir. Regardez le libellé que j'ai utilisé, acceptation d'un règlement par effet de commerce, puisque je rappelle qu'on ne peut passer cette écriture que si le client a officiellement donné son accord pour transformer sa dette en traite. Donc de notre point de vue de fournisseur, on basculera le compte 411 en 413, alors que du point de vue du client, celui-ci basculera du compte 401 fournisseur au compte 403 fournisseur effet à payer. Donc on voit bien ici la symétrie entre le client et le fournisseur. Et j'insiste pour dire que dans notre exemple, il s'agit de l'intégralité de la créance qui est transmise en effet à recevoir, mais que comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, cela pourrait simplement porter sur une partie de la créance. Regardons donc l'écriture que nous devons enregistrer le jour où nous remettons cet effet à l'encaissement. D'abord, logiquement, nous mettons le 413 au crédit pour l'annuler puisque l'effet à recevoir disparaît, il change de nature. Inversement, il faut transférer les fonds TTC dans le compte 5113 effet à l'encaissement. On voit par ailleurs ici le changement de nature puisque les 12 000 euros passent d'une sorte de créance à une forme d'instrument de trésorerie, puisque je vous rappelle que les comptes de la classe 5 sont reliés directement ou indirectement au niveau de la trésorerie car ils sont particulièrement liquides. J'insiste sur le fait qu'il s'agit bien des 12 000 euros qui sont transférés, puisque ici, il ne s'agit pas d'une question de charge ou de produit, mais simplement de sommes monétaires transférées d'une nature à une autre. Par ailleurs, la date à laquelle nous devons enregistrer cette écriture correspond à la date à laquelle nous remettons l'effet à l'encaissement. Enfin, terminons en rappelant que la durée de vie de cet effet à l'encaissement dépend de l'échéance initiale qui avait été permise au client par rapport à sa dette initiale. Voilà donc comment nous allons enregistrer l'écriture qui correspond à l'avis de crédit. Donc, je répète bien que cet avis de crédit va tomber
le jour où le client va avoir payé sa dette ou son effet de commerce. Comment enregistrer l'avis de crédit? Eh bien d'abord, l'effet à l'encaissement disparaît puisqu'il n'y a plus lieu d'être. Donc nous effaçons 12 000 euros d'effet à l'encaissement en le mettant au crédit. Donc son compte est totalement soldé. Par ailleurs, il est dit dans l'énoncé que la banque, qui agit ici comme un intermédiaire, va prélever des frais forfaitaires de 50 euros. Il s'agit d'un service bancaire et assimilé. Attention, il ne s'agit pas ici d'intérêt, mais bien d'une prestation de service proposée par la banque. Cette prestation de service est assujettie à TVA. Il ne faut donc pas oublier de déclarer 10 euros, donc 20% de 50 euros, de TVA déductible en 44 566. Donc, ce que nous allons effectivement, réellement percevoir sur le compte banque, c'est donc la différence entre la valeur de l'effet à l'encaissement de 12 000 euros et les frais TTC. Donc nous allons recevoir 12 000 euros moins 50 moins 10 euros, soit 11 940 euros. Voilà le montant qui sera crédité sur notre compte banque le jour où le client aura réglé sa dette. Donc cette fois-ci, pour en terminer avec la question des effets de commerce et pour traiter le cas de la remise à l'escompte, enfin de l'effet à l'escompte, donc regardez bien, je rappelle encore une fois l'énoncé, 10 000 euros hors taxe, vendu à un client le 15 janvier, échéance 28 février. Le 25 janvier, on remet à l'escompte, donc je vous rappelle qu'il y a d'abord le tronc commun durant lequel on va transformer la créance en effet de commerce. Le 25 janvier, on va voir la banque pour remettre à l'escompte. Et donc regardez bien cette fois-ci, on va dire qu'à J+3, J+2, J+3, l'avis de crédit est reçu. Vous voyez bien la différence avec l'exemple précédent où l'avis de crédit, on l'obtient le jour où J+1, J+2, où le client paie, alors que là, l'objectif, c'est de recevoir l'argent tout de suite en attendant qu'il paie. Donc le 28 janvier, on va recevoir un avis de crédit et je vais vous expliquer, la banque cette fois-ci va prélever des frais, donc je prends les mêmes, 50 euros hors taxe, plus 30 euros d'intérêt. Donc regardons tout de suite comment cela s'enregistre. À présent qu'il s'agit d'un effet remis à l'escompte. Repérez la très grande proximité avec l'écriture de remise à l'effet à l'encaissement, puisqu'il s'agit pratiquement de la même écriture, sauf que l'on montre que l'effet est de nature différente en utilisant le compte 5114, effet à l'encaissement, là encore pour 12 000 euros. Petite remarque, vous pouvez voir à travers ces écritures d'ailleurs de remise à l'escompte ou à l'encaissement, la proximité avec le chèque. Remarquez que les trois comptes se suivent. 5112 pour le chèque, 5113 pour l'effet à l'encaissement, 5114 pour l'effet à l'escompte. Regardons enfin comment nous enregistrons le fait que nous percevons l'avis de crédit relative à cet effet à l'escompte. Cette fois-ci, la date est bien indiquée, il s'agit du 28 janvier. Et c'est logique puisque si je vous rappelle la cinématique globale d'enchaînement de ces écritures, eh bien je vous rappelle que nous avions d'abord la vente, suivi quelques jours après de la réception de l'accord du client pour qu'elle soit transformée, sa dette, en effet de commerce, puis quelques jours après, nous la remettons à l'escompte, c'est-à-dire que nous apportons tous ces bordereaux à la banque. Et enfin, l'objectif, je vous le rappelle, de l'effet à l'escompte, c'est qu'on perçoive l'argent quelques jours après la remise à l'escompte. En règle générale, c'est entre J+1 et J+3 selon les jours de banque, pour que nous percevions donc cet argent et que nous puissions payer, faire face en tout cas à nos engagements de court terme, en attendant que le client nous règle sa dette ou notre créance. Donc comment nous enregistrons ici cette écriture? Eh bien vous repérez là encore la proximité avec l'avis de crédit de l'effet à l'encaissement. Simplement, la différence ici est que nous faisons disparaître l'effet à l'escompte de 12 000 euros. Tandis qu'au débit, nous allons enregistrer bien sûr les charges relatives aux services bancaires, les 50 euros, je vous le rappelle, de prestations bancaires, la TVA qui va avec de 10 euros, mais également les charges d'intérêt, puisque cet argent nous est prêté par la banque en attendant que le client nous paie. Ce que nous percevons donc réellement sur le compte banque en attendant, c'est 11 910 euros, donc les 12 000 euros, moins les frais TTC, moins les charges d'intérêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les effets de commerce. Comme d'habitude, j'espère avoir été clair dans mes explications. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous connaissez comment ça marche, à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à nous poser des questions d'ailleurs directement en commentaire. On essaiera d'être vigilant et d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.